Bonjour à tous. Récemment, j'ai fait une vidéo qui s'appelait l'IA et l'éducation. Et vous m'avez fait pas mal de retours, même des bons retours, mais il y en a eu certains qui ont exprimé le fait que peut-être il y avait certains prérequis que j'avais pas suffisamment présentés. Alors c'était aussi volontaire parce que je voulais pas que la vidéo soit trop longue. Et puis j'avais moi aussi la sensation de peut-être avoir pas creusé certains sujets jusqu'au bout. Alors aujourd'hui, on va essayer de répondre finalement à la question, à la grande question, qu'est-ce qu'apprendre vraiment? On va essayer de regarder autour de ce que l'école propose, de revenir un petit peu sur l'IA, et puis finalement vraiment de se poser la question de ce qu'est apprendre dans notre civilisation actuelle, dans notre société actuelle. Jingle! Alors, pour traiter ce sujet, on va pas faire une mini-série, je vais le traiter en une seule vidéo, mais je vais la découper en 4 actes. On les détaillera un petit peu plus tard. On va commencer par se poser une question simple. Et on va voir que par contre, la réponse, elle est peut-être plus complexe. Qu'est-ce que vous avez appris à l'école? Donc, pour tout le monde, de façon certaine, vous avez appris des dates, vous avez appris des formules, vous avez appris des méthodes pour réussir à des examens. Mais par contre, est-ce que vous avez appris à apprendre? Alors, encore une fois, il ne faut surtout pas généraliser. Vous aurez certainement dans votre scolarité, dans vos études, rencontré des instituteurs, des professeurs, des enseignants qui vous auront illuminé et qui vous auront donné cette capacité à apprendre. À apprendre. Mais disons, on regarde les choses d'un point de vue global et on regarde d'un point de vue du système scolaire et des systèmes scolaires. Il y a un chiffre qui interpelle, 73% des employeurs estiment que les diplômés manquent de capacité à résoudre des problèmes complexes et inédits. Ça vient du World Economic Forum, dans un texte qui s'appelle Future of Job Report, qui date de 2023. Pourtant, tous les gens qui travaillent dans ces entreprises ont des diplômes, et ils les méritent. Ce qui est par contre compliqué, c'est ce chiffre. On pourrait se dire, est-ce que c'est vraiment un constat légitime et ainsi de suite. 73%, ça commence à devenir un chiffre qui nous oblige à nous poser des questions. La problématique centrale, elle vient du fait que le système éducatif, de l'école jusqu'aux études supérieures, il n'est pas impossible qu'il ait progressivement remplacé l'acte d'apprendre par l'acte de performer, ce qui est complètement différent. Et dans ce contexte, bah finalement, on va aussi se poser la question de savoir si l'IA, elle est pas le clou, le dernier clou du cercueil de la pensée critique. Ou est-ce qu'au contraire, elle va être son dernier espoir? Donc, au programme, on va regarder effectivement, on va creuser le fond de la question. Qu'est-ce qu'apprendre vraiment? Et on va regarder les fondements cognitifs et philosophiques autour de l'apprentissage. Ensuite, on va se concentrer sur un constat sur l'école et de regarder à quel point l'école est potentiellement sous pression économique, et au moins le supérieur, et se poser la question de savoir si le diplôme ne remplace pas la connaissance. Ensuite, on reviendra sur l'IA dans l'éducation. Je compléterai par rapport à ce que j'avais fait dans la précédente vidéo. Et enfin, on va essayer de donner des axes pour reprendre conscience et puis pour regarder ce que chacun peut faire pour finalement se dire on revient à un système d'apprentissage qui soit plus performant. Alors, qu'est-ce qu'apprendre vraiment? Donc on va regarder ces fondements cognitifs et philosophiques. Le fondement qu'on a oublié, effectivement, on va regarder, hein, on découpe l'apprentissage en 3 phases, en 3 visions. D'abord, la phase d'accumulation, mémoriser des faits, des règles, des procédures, et c'est ce que Yeats nomme le saut. On reviendra dans quelques secondes sur lui. Ensuite, il y a appliquer, savoir-faire, reproduire, adapter une compétence technique ou un savoir. Et enfin, il y a la transformation, changer sa façon de penser, remettre en question ses certitudes, et puis la question de l'apprentissage profond. On va revenir un petit peu sur William Butler Yeats, qui est un poète, prix Nobel de littérature en 1923, qui nous dit « L'éducation ne consiste pas à remplir un seau, mais à allumer un feu ».
C'est extrêmement intéressant dans la façon de voir les choses parce que finalement on pourrait se dire apprendre c'est engouffrer plein de choses dans un seau du savoir et non c'est créer l'étincelle qui va allumer le feu et qui va faire que les choses vont s'illuminer. Et c'est très philosophique, c'est très poétique dans la définition, c'est pas tellement étonnant, mais c'est assez significatif et assez réel. Donc le système éducatif actuel, il valorise surtout les deux premiers accumuler, appliquer. Par contre, le dernier, bah, il est souvent laissé au hasard ou à la spécificité de certains individus dans le parcours éducatif qu'on a la chance d'avoir tous et chacun et tous. Qu'est-ce que nous dit la science cognitive? Pour l'apprentissage réel, qu'est-ce que ça nécessite? Ça nécessite, et ça c'est étonnant, et ça c'est effectivement quelque chose sur lequel on n'insiste pas suffisamment, la désorientation. Être confronté à ce qu'on ne sait pas encore. Il faut être chahuté pour se dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi? Machin et essayer de se dire je dois comprendre, je veux comprendre. Ensuite, il faut se tromper. Il faut ce qu'on appelle l'erreur productive. Se tromper pour mieux reconstruire. C'est-à-dire, si on a tout de suite la bonne réponse, finalement, il y a un manque dans le parcours d'apprentissage. Ensuite, il y a l'aspect de métacognition, c'est-à-dire penser à comment on pense et pourquoi ça fonctionne ou pourquoi ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire faire de l'introspection. Et enfin, le transfert, appliquer une idée à un contexte totalement nouveau. On vous présente un savoir et vous l'appliquez sur quelque chose qui n'a rien à voir et qui est complètement éloigné de ce qu'on était en train de vous présenter dans la démarche d'apprentissage. Donc, apprendre, c'est modifier la structure de son cerveau, pas remplir une fiche mémo. Ça, c'est Stanislas Dehaene qui dit ça dans un livre qui s'appelle Comment nos cerveaux apprennent de 2018. C'est un neurobiologiste, directeur de recherche au CNRS. On va revenir sur cette personne un peu après. Donc, j'en avais déjà parlé, et effectivement, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que j'avais peut-être pas suffisamment creusé le sujet de la méthode socratique. Très clairement, c'est 2400 ans d'avance. Socrate n'enseignait pas, il questionnait. Donc ça, effectivement, je vais un peu plus détailler par rapport à ce que j'ai fait la dernière fois. Un maître, un enseignant, un instituteur traditionnel, enfin là, pour le coup, on est plus dans la Grèce antique, donc un maître traditionnel disait « Voici la réponse », et l'apprenant recevait une vérité transmise, et puis s'il était capable de refaire pareil, on valorisait la conformité. Un maître socratique, ou Socrate, disait « Pourquoi tu penses que c'est la bonne réponse ?» Et l'apprenant devient un acteur. Il a une vérité à construire, il a une démarche à construire, et le doute, cette fois-ci, est valorisé. Donc, on entend aussi souvent parler du terme de maïeutique, le terme d'accoucher. Donc, c'est l'art d'accoucher les idées que l'autre porte en lui. Donc, c'est aussi une compétence forte et rare, être capable d'appliquer la maïeutique et d'être dans la démarche du maître socratique. Être capable d'emmener l'autre personne à être meilleure en le laissant construire, en le laissant se construire. Donc, faites une petite pause, si nécessaire, vous pouvez couper la vidéo, et posez-vous la question de savoir quand est-ce que... c'est quand la dernière fois qu'un professeur vous a demandé « Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ?» Aussi franchement que ça. Vous allez voir que finalement, si vous faites l'effort, vous n'allez pas en trouver énormément. On revient sur Monsieur Dehaene, et on va regarder les 4 piliers, selon lui, les 4 piliers pour apprendre. Donc Stanislas Dehaene nous dit, pour une acquisition d'un savoir, il est nécessaire d'avoir une démarche d'attention active. Oui, on ne peut pas apprendre quelque chose si on est complètement passif. Il faut forcément être dans une démarche d'appropriation du savoir active. Je suis présent, et je suis concentré, et je suis impliqué dans l'apprentissage. Il faut un engagement actif. C'est encore aller encore un cran plus loin. Je fais, j'essaie. Ensuite, il nous dit, il faut un retour sur l'erreur. Il est dans la démarche de l'erreur productive. Je comprends pourquoi j'ai faux. Et enfin, une phase de consolidation. Je dors, je digère et j'intègre. Alors ce dernier, il est extrêmement important. Et moi, j'ai une femme institutrice, quand elle a des enfants qui ne dorment pas assez, on voit très bien que la capacité d'intégration du savoir, elle est
quasiment neutralisé. Et ça marche chez les plus jeunes, parce qu'effectivement, le sommeil est une plus grande nécessité pour eux, mais ça marche aussi avec des élèves plus vieux. Alors, combien de ces piliers notre système scolaire sollicite-t-il vraiment ? On a vu tout à l'heure un petit peu avec les trois grandes références qu'on a vues tout à l'heure. Là, on le revoit avec la démarche que nous propose Dehaene. Et effectivement, probablement, la consolidation, bah, ça c'est quelque chose qu'on doit faire en dehors du système scolaire. Le retour sur l'erreur, il nécessite le temps. L'engagement actif, bah là, c'est les deux autres, quelque part. C'est à nous d'avoir cette démarche, mais c'est aussi à la personne qui nous enseigne de s'assurer qu'on est dans cette démarche. Et effectivement, ont-ils le temps ? Font-ils la démarche aussi ? On peut se poser la question. Ou certains le font, mais certains ne le font peut-être pas. On passe à la deuxième partie. Donc maintenant, on va regarder un petit peu notre système scolaire et l'école telle qu'elle existe actuellement. Alors effectivement, on va regarder plutôt les choses par rapport au secondaire, hein, l'approche de l'enseignement qui va diplômer, pour le coup. Et on va se poser la question, hein, de se dire, est-ce que notre diplôme, maintenant, finalement, c'est pas un substitut à la connaissance ? On regarde un persona, on va regarder Léa, elle a 22 ans, elle a un master en management. Alors c'est une bonne élève, hein. Elle sait respecter le cadre du système scolaire, elle est très studieuse et ainsi de suite, il n'y a pas de problème. Elle vient d'avoir son diplôme, elle a eu une mention bien, elle a rendu tous ses rapports, elle a appris avec le temps à écrire ce que les profs voulaient lire, et aujourd'hui en poste, effectivement, elle fait partie peut-être de ces 73%. On lui demande de résoudre des problèmes, et ces problèmes, personne ne les a déjà résolus avant elle. Et ben, elle sait pas faire. Elle ne sait pas transférer, pour revenir un peu sur les principes qu'on a vus juste avant. Faut pas se tromper, hein, Léa, elle est pas nulle, hein. C'est juste qu'effectivement, elle est stéréotypée. Le système lui a jamais appris à naviguer dans l'incertitude, et il l'a emmenée et l'a récompensée à chaque fois sur la capacité à retranscrire ce qu'on lui avait donné, tel qu'on lui avait donné. Et on ne lui a pas jamais valorisé le fait de dépasser le sujet. Pourquoi on en est là ? Une des pistes, elle est probablement autour du fait que l'économie a reconfiguré l'éducation. Il y a d'énormes impacts du système économique sur le système éducatif. Dans les années 70, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a perdu, l'éducation, ça rimait avec émancipation. L'objectif était de former des citoyens libres, et c'était le savoir qui était la finalité. Et il y avait une grande diversité des parcours. On n'essayait pas tous d'aller vers le sacro-saint bac et après avoir les sacro-saintes études, la standardisation des études et ainsi de suite. Il y avait plus de diversité. Effectivement, on a vu qu'il y a eu des tentatives pour essayer avec les spécialités dans le bac et ainsi de suite, d'essayer de redonner de la diversité. Est-ce que ça contente tout le monde ? C'est une très bonne question. Est-ce que c'est facile à mettre en œuvre ? C'est une bonne question. Et du coup, est-ce que les enseignants sont capables de se remettre sur un système comme celui-ci ? C'est compliqué. Et en plus, on voit qu'il y a eu des décisions un peu hasardeuses, le fait de retirer les mathématiques trop tôt. Alors, il y a des choses, on revient en arrière, on voit qu'il y a du test and learn sur le sujet quand même. Mais par contre, si on regarde un petit peu par rapport aux années 70, aujourd'hui, au bout du bout, quand on va sur les études secondaires, éducation égale employabilité. Alors effectivement, hein, c'est une réminiscence un petit peu de la conjoncture actuelle. Et finalement, on cherche plus à former des profils adaptés au marché. Et là, les entreprises sont strictement responsables. Elles cherchent un produit éduqué plus qu'un élève, plus qu'un citoyen avec une compétence ou des compétences ou la capacité d'apprendre d'autres compétences. Le diplôme ou la certification, ça devient un signal économique. Plusieurs fois, il m'arrive de faire des vacations dans une école d'ingénieurs et plusieurs fois, il y a eu des élèves qui m'ont demandé quelle certification il faut que je passe. Et je suis bien embêté à chaque fois pour leur répondre, à la fois en disant oui, bah, c'est sûr que sur ton CV, ça va être vachement bien d'avoir la certif machin, la certif bidule. J'ai un peu de mal, moi, avec la certification et typiquement, j'en avais passé certaines en chefferie de projet où on s'aperçoit que ça devient un produit commercial qu'il va falloir renouveler avec un groupe d'initiés. Rien que ça, j'aime pas trop le principe.
Et du coup, j'ai beaucoup de mal à leur dire, écoutez, est-ce que c'est vraiment, enfin, je préfère leur dire, est-ce que c'est vraiment la certification qui va être importante ou est-ce que c'est la valeur que tu vas être capable de proposer et de construire je suis embêté à chaque fois que je leur dis ça. Parce qu'à un moment, ils vont devoir passer le crible de la sélection. Et malheureusement, le crible de la sélection actuellement, bah, il va leur imposer effectivement de remplir un certain nombre de cases à cocher. À la fin, j'essaierai de conclure sur le fait qu'il faut que le système et les institutions cassent ce modèle qui ne fonctionne plus. On en arrive effectivement à quelque chose du domaine de la standardisation. Et ça, c'est extrêmement grave parce que ça veut dire que on neutralise la disruptivité, on neutralise la capacité d'innovation. Donc l'école, c'est terrible ce que je vais dire, mais je le pense réellement. L'école est devenue une agence de notation au service des entreprises. Je l'ai repris, cette phrase, de Ken Robinson, qui l'a dit dans L'Élément en 2009. Mais il a fondamentalement raison. Et je me réapproprie cette phrase et je la redis régulièrement parce que déjà je râle sur le fait que les États sont déjà devenus des entités notées par des agences de notation. Si maintenant même les élèves, on va leur filer des A+, des cotations comme on fait de la cotation des entreprises, c'est dramatique. Et je vous encourage à aller regarder, lire l'élément. On va se concentrer sur les systèmes de les symptômes de ce système sous tension. Est-ce que c'est grave? Oui, moi je trouve que c'est grave. Le principe même du bachotage généralisé, c'est extrêmement grave. Apprendre pour l'examen du savoir qu'on va même pas réutiliser, qu'on va oublier juste après. Et c'est quand même impressionnant de se dire que quand on regarde les courbes d'Ebbinghaus en 1885 qui sont toujours valides, le taux d'oubli atteint 70% du contenu dans les 24 heures après un examen non revu. Donc enfin, on voit bien qu'il y a quelque chose d'autre à fabriquer en termes de construction du savoir. La corrélation diplôme égale valeur humaine, le diplomisme, si on cherche à trouver un terme, ça exclut les intelligences non académiques. Et ça génère une hiérarchie sociale qui est artificielle. Effectivement, si on n'arrive pas à se calquer sur le modèle éducatif, c'est beaucoup plus difficile de s'intégrer dans le système professionnel derrière. Et ça, c'est catastrophique. Et je vais y revenir. Il y a une énorme standardisation des cursus. Les classements mondiaux, Shanghai QS Ranking, poussent les universités à optimiser des métriques plutôt qu'à former des esprits. À chaque fois, on me dit oui, la France est complètement en retard sur les classements et ainsi de suite. Oh, c'est dramatique, hein. C'est vraiment ça le problème. Si maintenant on en arrive à se dire on doit juger de la qualité du système éducatif comme on juge de la qualité d'un système mesurable, non, ça marche pas comme ça. Et heureusement que ça marche pas comme ça. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on se dit, c'est fou, avec toutes ces écoles qui sont pas géniales en France, on arrive à avoir les leaders de l'IA qui sortent de France, on a des systèmes, des labos de recherche en France qui produisent des innovations dans tous les domaines, médical, informatique, électronique, intelligence artificielle. Enfin, non, enfin, je pense qu'il faut sortir de ces systèmes hyper standardisants parce que ça rime à rien. En gros, on est en train de construire de la conformation. Ce qui est problématique aussi, c'est la disparition de la philosophie du savoir. C'est-à-dire aller beaucoup plus profondément et de se poser la question de dire dans combien de formations supérieures on apprend encore réellement à apprendre. Est-ce qu'on apprend à douter? Est-ce qu'on valorise le fait qu'un élève doute et essaye de remettre en cause ce qui est dit et ce que lui-même peut proposer? Et comment on peut désapprendre certaines choses pour réapprendre et reconstruire différemment? On va faire un petit peu, alors j'ai nommé ça étude de cas, mais c'est pas vraiment une étude de cas des écoles françaises, on va faire plutôt un constat. La force perçue, les forces perçues, quand on sort d'une école française, mais pas que française hein, pour le coup, c'est une sélection par l'excellence académique. Plus vous êtes capable de suivre le modèle académique, mieux vous allez réussir et plus vous allez pouvoir intégrer des postes à responsabilité élevée dans les entreprises. Il y a une valeur extrêmement importante au réseau professionnel. Vous allez effectivement réussir aussi parce que vous êtes non pas dans votre
force individuelle et votre compétence et vos compétences individuelles, mais dans un modèle sur lequel vous allez pouvoir avoir des appuis et rester dans une zone de confort. Ensuite, effectivement, y a une formation technique solide. Ça, pour le coup, effectivement, c'est un fait. Les écoles du supérieur français, elles apportent une formation technique solide. L'objectif, et c'est pour ça qu'on a ce modèle, c'est d'avoir un taux d'employabilité le plus fort possible, qu'une école emmène le plus directement au travail, à des positions et à un niveau de responsabilité le plus élevé donné. Par contre, il y a des fragilités cachées. La première, c'est qu'il y a une sélection par la conformité sociale. C'est un fait, et ça ne s'améliore pas, et c'est pas prêt de s'améliorer. On pense en promo homogène, c'est un groupe, je l'ai dit un petit peu juste avant, un groupe sur lequel on est dans une zone de confort. Ce groupe, c'est un groupe social qui s'auto-protège. Il y a encore dans énormément d'écoles, peu de place pour l'échec et pas de remise en question. Vous avez le droit à une chance et derrière, il n'y en aura pas d'autre. Ça, c'est un peu franco-français pour le coup. Et puis, c'est un fait. Alors peut-être pas effectivement partout, et on le voit en IA ce qu'on a été capable de faire, mais disons qu'après, derrière, on se fait un peu piller sur le sujet. Mais il y a de l'innovation en rupture qui vient d'ailleurs. Alors, est-ce que nous, on n'en propose pas? Si, on en propose. Mais je pense qu'effectivement, c'est plus dans des labos de recherche. Quand on regarde les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs et ainsi de suite, si on s'arrête à ce niveau-là, c'est-à-dire si on ne va pas dans des structures de réflexion plus poussées, il va y avoir une espèce de stéréotypation, de standardisation, de conformité de chacun des élèves à un modèle donné. Les mots que j'ai utilisés, à mon avis, il y en a deux, trois qui ne sont pas dans le dico. La question qui dérange. Les études supérieures apprennent-elles encore à apprendre? Je le redis encore un peu différent, mais le but du jeu, c'est de se dire finalement, ce qui est quand même très important, c'est de se dire, est-ce que quand on arrive au niveau le plus élevé de ces études, est-ce que cette fois-ci, est-ce qu'on est encore en train de bachoter, ou est-ce qu'il y a déjà une volonté de se dire, on apprend à apprendre? À l'époque, on disait, un polytechnicien, on peut l'embaucher partout parce qu'il sait, ce qu'il sait, c'est apprendre et il sait s'adapter. Est-ce que c'est toujours vrai? La question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on n'est pas plutôt en ce moment un peu trop en train de former des experts qui sont capables de reproduire des schémas connus dans des environnements stables? Et en plus, est-ce que ces environnements stables, ils existent réellement, ils existent toujours? Maintenant, les choses vont tellement vite que probablement, c'est peut-être plus vrai. Alors je ne dis pas que les grandes écoles ne préparent plus et de façon suffisamment importante à l'aspect VUCA de la société, et probablement pas un polytechnique. Je pense qu'effectivement, qui est encore dans une démarche basée sur le monde militaire, elle continue à apporter ce genre de choses. Par contre, il y a un grand nombre d'écoles qui ne l'apportent plus. Moi, je pense qu'effectivement, on a encore les grandes références du système secondaire et du système supérieur français qui emmènent à ce genre de choses. Ce qu'il faut bien intégrer, c'est que maintenant, le monde change de paradigme tous les 5 ans. Et maintenant, c'est même encore plus rapide que ça. La durée de vie d'une compétence, elle est passée presque en mois maintenant. Par contre, les cursus ne se rénovent pas suffisamment vite. On considère qu'ils se rénovent tous les 10 à 15 ans. Et effectivement, moi je le constate, effectivement, si je suis allé vers la vacation sur certains sujets, c'était pour venir apporter un petit peu des sujets qui sont au plus près de l'évolution technique et des solutions un peu plus à l'état de l'art. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les écoles d'ingénieurs françaises, elles apportent un savoir institutionnel, un savoir théorique extrêmement bien construit, extrêmement bien proposé. Par contre, effectivement, il faut qu'on travaille sur la disruptivité. Alors, ce décalage entre le fait que le monde évolue très très vite et que les écoles n'évoluent pas assez vite, il a un coût énorme, et pas seulement économique, surtout, je dirais, un coût humain. Les élèves qui vont sortir des écoles, effectivement, sont-ils réellement prêts à la volatilité de la vie professionnelle qu'ils vont avoir? Alors on revient un petit peu sur l'IA dans l'éducation.
et on va essayer de revenir sur l'approche socratique, considérer l'IA comme une béquille ou considérer l'IA comme un moyen d'aller encore plus loin. Ce qu'on observe massivement dans les salles de classe, effectivement, actuellement, la majorité des étudiants, quand ils ont un nuage de l'IA, le principe c'est je reçois un sujet, je copie-colle dans ChatGPT, je reformule légèrement et je rends le devoir. Catastrophique. Le résultat, c'est effectivement, ça produit un texte correct. Alors effectivement, en plus, maintenant les IA se sont améliorées, donc la détection du fait que ça a été généré par une IA, elle devient plus difficile. Par contre, le niveau d'apprentissage, il est nul. La compétence acquise, il n'y en a pas, ou peu. Il y en a. Et la dépendance, par contre, ça crée une dépendance. Le problème, c'est que pour reproduire un autre résultat, il devra réutiliser le même principe parce qu'il n'aura rien appris. Et là, on a un vrai problème. Donc, il faut regarder l'IA en se disant il y a deux usages qui sont radicalement opposés. Il y en a un mauvais et un bon. On va commencer par le mauvais. L'IA comme béquille. On prend l'IA, on lui dit résous le problème pour moi. L'IA pense à la place de l'étudiant. Alors effectivement, c'est un confort immédiat, mais par contre, c'est une atrophie cognitive progressive. Plus on va faire ça, plus on va augmenter le gap de déficit de compétences qui est nécessaire et qui aurait dû être atteint par la formation. Et en plus, c'est un cercle vicieux parce que ça renforce la passivité. On prend trop l'habitude de le faire et du coup, on le fait systématiquement et ça devient effectivement une passivité progressive. Maintenant, on va regarder l'IA comme ce fameux maillot socratique. Questionne mon raisonnement, joue le rôle de l'avocat du diable, montre-moi où ma logique est fragile. L'IA stimule la pensée de l'étudiant. Par contre, effectivement, il y a un inconfort productif au début. Mais par contre, cet inconfort, plus ça va, plus ça va aller, plus il va se transformer en une croissance cognitive qui va construire un confort, et un confort basé sur la certitude et le savoir, ce qui est complètement différent. C'est pas un confort passif, c'est un confort réfléchi. Et c'est effectivement une façon de renforcer l'autonomie. Donc on va essayer de regarder un petit peu des prompts qu'il faudrait faire ou ne pas faire. On va commencer par la version pas terrible. Explique-moi la Révolution. Si je vais par exemple pour des élèves au lycée ou au collège. Explique-moi la Révolution française. Bah ça c'est passif. Ça va fournir le résultat, ça va pas demander à l'élève de faire la moindre réflexion, et ça ne va pas permettre de qualifier une compétence. L'approche socratique, qui va être encouragée, ça va être de dire, moi, je le prompte et je lui dis, je vais t'expliquer la Révolution française. Et tu vas me poser des questions de plus en plus difficiles sur mes lacunes et mes approximations. Je veux pas que tu me donnes la réponse, je veux que tu me guides vers elle, que tu aies une démarche socratique. On regarde un autre exemple. Par exemple, écris-moi une argumentation sur le changement climatique. Ok ? Donc il va tout faire le boulot derrière. L'approche plus socratique, ce serait j'ai écrit cette argumentation, on met en pièce jointe le texte, joue l'avocat du diable, trouve les failles dans mon raisonnement, ça va pousser, elle va essayer de provoquer pour qu'en gros elle pose les bonnes questions. Ne m'écris pas la réponse, mais interroge-moi pour se dire est-ce que tu penses qu'il n'y a pas quelque chose derrière, enfin, des approches où en fait on oblige la personne à apporter la valeur. Alors si vous aviez vu ma précédente vidéo sur l'IA et l'éducation, on avait vu notre ami Lucas, donc là on va voir Karim, c'est le pote de Lucas, sauf qu'effectivement il est en BTS informatique en même temps que lui. Et par contre, lui, il va bénéficier de la prise de conscience parce que peut-être il a un petit peu mieux écouté son prof qui lui a suggéré d'aller vers l'usage de l'IA de façon socratique. En premier trimestre, il ne le faisait pas. Il était dans un usage passif, demande des corrections de code directement. Bon, il avait des notes correctes. La compréhension, c'était pas terrible. Et quand il est arrivé, ils avaient une petite épreuve orale. Le résultat en examen oral, ça l'a vraiment pas fait. Et c'est là que le prof, effectivement, lui a dit, bon, mais je pense que tu as les compétences, mais il faut que tu les travailles plus, il faut que tu... Et il a eu l'intelligence de faire l'aveu de l'usage de l'IA, et puis, du coup, le prof lui a dit, mais tu peux utiliser l'IA, mais utilise-la correctement. Et là, il est passé au deuxième trimestre, avec l'approche socratique, son prof lui a conseillé, lui a expliqué comment on devait utiliser l'IA quand on était dans une phase d'apprentissage, et puis là... Mon code ne fonctionne pas, pose-moi des questions pour que je trouve l'erreur par moi-même. La note, finalement, il est arrivé rapidement à des notes identiques.
Par contre, son niveau de compréhension a été beaucoup plus important, il avait une vraie compréhension, et quand il est repassé à l'examen oral du deuxième trimestre, eh ben, il était reçu. Donc là, je voulais souligner pour se dire, finalement, c'est une prise de conscience qui est nécessaire, on peut la faire à n'importe quel moment, et elle sera de toute façon bénéfique. Maintenant, on va essayer de regarder ce que l'IA ne remplacera jamais, du point de vue de l'humain. Je trouve que c'est indispensable de faire ce petit exercice. L'IA, elle permet de générer, de synthétiser. Donc effectivement, en synthèse, elle est extrêmement forte. Et moi, effectivement, dans les usages, la capacité de synthèse, la capacité à corriger, elle fonctionne très bien. Elle sait expliquer, elle sait simuler, elle sait questionner. Donc ça, on l'a vu, ça nous permet effectivement de potentiellement aller sur les démarches socratiques. C'est donc un excellent système d'augmentation. Par contre, il faut aussi être conscient que pour le moment, et probablement pour assez longtemps, l'IA, elle ne permet pas de vivre l'expérience de ne pas savoir, et ça ne changera pas, de ressentir la satisfaction de comprendre, de construire une identité intellectuelle, avoir le courage de penser contre la norme, d'être disruptif pour le coup, et apprendre à habiter l'incertitude, à ne pas être mal à l'aise dans un cadre où on ne maîtrise pas tout, où il y a des éléments de savoir qu'on ne maîtrise pas. Alors, maintenant qu'on a fait tous ces constats, on va essayer de tous essayer de regarder ce qu'on peut faire pour reprendre conscience. Et puis, soit individuellement, soit les enseignants, soit les institutions. Donc, ce qu'il faut reconnaître collectivement. Pour les institutions, il faut qu'on arrive à faire comprendre, à comprendre collectivement que le diplôme, c'est plus un proxy suffisant pour la compétence réelle. Les cursus doivent intégrer l'apprentissage de l'incertitude, de l'échec et de la métacognition. Parce que, effectivement, c'est le seul moyen de construire de la compétence forte. Pour les entreprises, il faut arrêter de recruter uniquement. Je ne dis pas que le diplôme ne doit pas rentrer en compte, mais il ne faut plus recruter uniquement sur des critères de niveau, mais il faut aller vers de l'intégration des soft skills, des math skills, de la curiosité, de l'adaptabilité, de la pensée critique. Essayer de challenger un peu plus sur la pensée critique, et pas uniquement sur de la conformité académique. Pour les individus, et là c'est extrêmement important, il y a une question très claire de responsabilité sur son apprentissage. L'institution ne peut pas être l'unique source d'apprentissage. Et il est nécessaire en permanence de challenger les sujets, de vouloir dépasser ce que propose l'apprentissage. Et c'est là aussi, je n'ai pas utilisé le terme apprentissage pour rien. Moi, je suis convaincu de la nécessité, au bout d'un moment, d'arriver sur une démarche d'alternance progressive entre la vie professionnelle et la vie étudiante, parce que c'est une façon, c'est peut-être une excellente façon, j'en suis persuadé, d'avoir des visions différentes et de challenger les sujets qu'on apprend par la mise en œuvre. Alors, les leviers, si on regarde les leviers concrets, je viens d'en donner un autour de l'apprentissage, et les actions au quotidien qu'on peut faire. Au niveau individuel, faire de la métacognition. Pourquoi est-ce que je comprends ou pourquoi est-ce que je ne comprends pas? Utiliser l'IA comme un miroir, pas comme un oracle. C'est-à-dire vraiment aller dans une démarche où elle nous pousse, elle nous challenge. Lire des textes qui résistent et qui dérangent. Moi, ça fait plusieurs fois en famille, on avait eu des conversations typiquement sur un texte comme l'éthique de Spinoza, qui est un morceau, effectivement. Et on n'avait pas tous la même approche de se dire, mais c'est quoi l'intérêt de lire ce genre de choses? L'intérêt, c'est de se provoquer, c'est de s'obliger à réfléchir, c'est s'obliger à creuser le sujet. Et puis, il faut cultiver le je ne sais pas comme un point de départ. Il y a un truc qu'on ne connaît pas, on fait ce qu'il faut pour le connaître. Il y a la volonté autonome, individuelle, de rentrer dans le sujet et de le craquer. Ensuite, pour les enseignants et pour les formateurs, poser plus de questions que de réponses. Alors moi, j'ai du mal avec ça, j'avoue, et j'essaye de m'améliorer. Alors je les pose des questions, mais je ne donne pas le temps de la réponse. Parce que effectivement, c'est difficile, parce qu'on veut apporter beaucoup aux élèves, on veut leur donner beaucoup. Et moi, mon défi actuel, c'est effectivement être dans la démarche où je pose la question, mais j'écoute et j'attends la réponse
Alors des fois, de temps en temps, c'est parce qu'on a aussi peur. Moi, j'ai un mal fou avec le blanc dans les conversations. Et même quand je suis dans la démarche d'enseignement, bah, c'est compliqué. Évaluer le processus de raisonnement et pas seulement le résultat. Alors ça, bon, dans l'ensemble, on est de plus en plus à avoir des enseignants, des instituteurs, des professeurs qui sont dans cette démarche. Créer des espaces d'erreur sans sanction. Effectivement, il faut qu'il y ait ces phases où on teste des choses, on met en œuvre et qu'on n'ait pas la peur d'avoir la note, la sanction derrière qui va tomber directement. Et puis, il faut intégrer l'IA. Je l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo, mais un prof qui va s'isoler complètement de la problématique de l'IA, la refuser de façon fondamentale, ça marchera jamais, c'est pas possible. Il faut intégrer l'IA comme un outil de questionnement dans les cours et revenir sur la démarche socratique. Maintenant, on va aller regarder du côté des institutions. Il va falloir effectivement, le plus possible, que les institutions soient dans la démarche de découpler l'apprentissage de la validation économique. Et ça, c'est un vrai défi. Il va falloir aussi former les enseignants à de la pédagogie active, mais je pense qu'il va falloir d'abord mieux les payer pour justement les valoriser, démontrer leur importance, l'aspect primordial de l'apprentissage et l'enseignement est trop mal considéré actuellement. Et pour demander à des enseignants d'être dans une démarche active, il va falloir les reconsidérer comme des personnes au niveau d'importance qu'ils doivent avoir. Et puis enfin, il va falloir intégrer des modules d'apprentissage, apprendre à apprendre dès le supérieur. Alors, je ne peux pas passer à côté de l'open source, vous le savez, c'est comme ça. Et puis finalement, je voulais regarder un petit peu ça de façon presque dans une démarche d'analogie. Et de regarder ce que l'open source nous enseigne sur l'apprentissage. Considérer le modèle éducatif comme potentiellement quelque chose d'assez proche d'une communauté open source. Dans cette vision, l'apprentissage il va reposer sur des dynamiques qui sont similaires à l'open source, à celles des communautés open source, où la pratique, l'échange, la critique constructive vont transformer l'acquisition du savoir en une démarche de processus dynamique et inclusive. Toutes les communautés sont internationales, elles prennent les gens avec des niveaux de compétences différents, avec leur capacité à produire quelque chose à leur échelle, et de faire en sorte qu'ils gravissent les marges de cette échelle pour produire de plus en plus. Ça, l'open source, c'est le faire. Et je pense effectivement, si j'encourage moi aussi les étudiants avec lesquels j'interagis à produire, à faire de l'open source, c'est aussi dans la volonté qu'ils se confrontent avec des communautés de sachants, de personnes qui vont avoir des visions et qui vont... j'utilise souvent le terme de mettre le ravioli en ébullition comme dans Matrix, hein, de se dire, tiens, t'as vu ça va te faire réfléchir. Et j'essaye, ça pour le coup je pense y arriver, j'ai beaucoup plus de mal sur la rythmique de l'enseignement, mais je progresse. Alors, l'apprentissage par la pratique et l'échec public. Apprendre en faisant, sans qu'il y ait la honte de l'erreur, en considérant que les échecs sont des étapes nécessaires à la progression. Et effectivement, un système, il n'est jamais fabriqué de façon parfaite dès le début. Donc, faire de la documentation partagée et collaboratif, ça veut dire s'intégrer dans un processus où le savoir est accessible à tous et où il se construit collectivement, où je peux apporter ma pierre à l'édifice et puis donner ma vision de certains sujets. Il n'y a pas de propriété du savoir. Et c'est ça qui est très intéressant dans l'open source, c'est la représentation la représentation même de l'universalité du savoir et du fait qu'on a le droit à cette universalité. Et éviter le monopole de bonnes réponses en favorisant la diversité des approches et des solutions au sein de la communauté. Ensuite, il y a l'aspect contributif. La contribution est valorisée autant que le résultat. Le fait de reconnaître l'importance du processus, des efforts qui ont été produits et des contributions individuelles, au même titre que finalement le résultat final qui serait le logiciel parfait qui fonctionne bien. Et enfin, la démarche de peer review, privilégier l'évaluation par les pairs, aller vers une critique qui vise à améliorer plutôt qu'à noter et à sanctionner, et où l'autorité ne détient pas le monopole de la validation. Alors pour conclure, qu'est-ce que je veux mettre
en highlight. D'abord, apprendre n'est pas l'équivalent de mémoriser. C'est beaucoup plus compliqué que ça. L'apprentissage réel, c'est une transformation de notre façon de penser. Il exige de se tromper, de se perdre, de faire des erreurs, de développer sa métacognition, c'est-à-dire de réfléchir sur soi-même et sur sa façon d'intégrer du savoir. Et puis, on a un problème, c'est que notre système éducatif, tel qu'il existe actuellement, il a un peu peur justement de cette différence. Le deuxième gros problème que j'ai souligné, c'est la corrélation entre économie et éducation, et la problématique qu'on a autour du diplôme, hein, qui est devenu un simple signal économique, plus qu'un indicateur de pensée libre, plus qu'un indicateur de compétences. On forme des performeurs plutôt que des apprenants. La problématique de l'IA, mais j'en ai déjà largement parlé, hein, l'IA pour le moment, elle révèle plutôt qu'il faut, enfin il faut une IA pardon qui révèle plus qu'elle ne détruit. Il faut l'utiliser correctement, il faut l'utiliser de façon plus socratique dans l'enseignement, hein, je dis bien dans l'enseignement. Il faut faire en sorte qu'elle soit pas un encouragement à la passivité. Et il est incontestable que bien utilisé dans une démarche socratique, ça devient un outil extraordinaire parce que ça va emmener à construire la compétence. Et enfin, forcément, je ne peux conclure qu'en soulignant le fait qu'on est tous responsables, qu'on ne peut pas pointer un système, le système comme défaillant. Le système, il a la défaillance de ce qu'on en fait, de ce qu'en font les institutions, de ce qu'en fait le système professionnel et les entreprises qui vont venir récupérer des diplômés. Et c'est bien ça le problème, c'est qu'ils viennent récupérer des diplômés. Ils viennent pas récupérer des personnes compétentes parce que peut-être ils n'ont pas les outils pour les évaluer. Ça revient un peu hein, sur les outils d'intelligence artificielle dans le cadre du recrutement. J'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous encourage à aller la regarder. Mais vraiment, il faut que là, pour le coup, il faut que chacun se dise, la réponse, elle doit être... on est un acteur de sa montée en compétences et du développement de ses compétences. Et commencer par une question, ça vaut mieux que commencer par une réponse. Alors, je vous remercie, et puis je vous attends pour une prochaine vidéo sur Ultra Green. Abonnez-vous.